Je vous rappelle juste des faits. Pour le 16 octobre, rue des Champs, rue Bellevue, Lorée du Bois. Yvan Nordin, avec son vélo, il descend la rue des Champs à 16h45. Il croise Monsieur Méline, nous allons y revenir dans quelques instants, et Madame Grandidier. Il est aux alentours donc de 16h45. Quant à Madame Grandidier, devant sa maison, avec Monsieur Bernard Collin. Ces deux témoins ont vu Yvan Nordin qui rentre chez lui après s'être déchaussé de ses bottes. C'est Madame Grandidier et Monsieur Bernard Collin qui voient arriver Christine Villemain en voiture jusqu'à la Patte d'Oie. Il est 17h. Grégory est dans la voiture. Madame Grandidier rentre chez elle manger une pomme. Bernard Collin commence sa balade avec son chien Jimmy jusqu'au haut de la rue des Champs. Quant à Gilbert Méline, on le retrouve à partir de 17h10 au carrefour, derrière le pavillon des Villemain. Il est entre 17h05 et 17h10. Quant à Madame Clodon, elle arrivera à 17h15 par la route de Lorée du Bois pour récupérer ses vaches qui sont juste en dessous du pavillon des Villemain. Tout ceci n'est pas du complotisme. Ça, c'est la version officielle. C'est les PV qui amèneront plus tard la reconstitution du juge Simon. Il faut ajouter Jean-Paul Moulin, qui en fait ne se signalera qu'au début des années 2015-2016, et qui lui était rue des Champs jusqu'à 17h. Alors, ça en fait du monde. Et pour Bernard, qui donc serait parti à Bruyères chercher sa belle-sœur, devrait arriver aux alentours de 17h10, 17h13 pour Serge Garde qui est passé par Champ-le-Duc, comme le dit Muriel. Lui, il arrivera à 17h13. Étonnant timing quand même. Cette démonstration, je l'ai fait 1001 fois. Mais voilà les faits, entre 17h et 17h15. Pour une personne qui serait arrivée par la rue Bellevue, qui serait montée rue des Champs, aurait stationné sa voiture rue des Champs, et serait parti à pied chercher Grégory. Voilà ce que défend la thèse officielle et quelques personnes aujourd'hui en 2024. Le pire dans tout ça, c'est que le juge Lambert a sorti Bernard Laroche de prison à cause de ce timing improbable et intenable pour lui. Nous sommes déjà en 1985. En 2018-2019, Bernard est tout seul, sans Muriel. Et comme il a juste le temps pour son timing d'enlever Grégory, il devra donc remettre Grégory à une personne X qui reste encore aujourd'hui inconnue. C'est un scénario de polar. Le plus accablant, c'est de faire sortir Muriel dans ce nouveau scénario, puisque la seule personne qui à un moment donné dans l'affaire a accusé Bernard, c'est Muriel. Sans Muriel, plus de témoignages. Et tout tombe à l'eau. Pourquoi avoir accusé Muriel pendant plus de 30 ans à en faire une bête de foire? Des accusations terribles pour une personne si jeune, donnée en pâture comme ça. Et aujourd'hui, comme par magie, la sortir. Mais si elle sort, il n'y a plus de témoignages. Restent les irréductibles. Te parleront toujours de vices de procédure, mais ne répondront jamais à ces faits entre la rue Bellevue, rue des Champs et Lorée du Bois. Il faut passer entre toutes ces personnes. Et toutes ces personnes n'ont rien vu, rien entendu. Ni Bernard, ni Muriel.
15 h, Jean-Paul discute une vingtaine de minutes avec son voisin, Monsieur Mény. Puis il bêche son jardin jusqu'à 17 h. À l'issue, il donne à manger à ses poules avec son fils revenu de l'école, puis rentre au domicile pour faire les devoirs. Son épouse les rejoint vers 17 h 45. Cependant, son voisin confirme ses propos concernant le début d'après-midi, mais il ne se souvient pas de l'avoir revu le soir vers 17 h. C'est un bon client. Il faudrait revenir en arrière. Je commence avec JP. C'est l'un des plus proches de Michel, Ginette, Jean-Marie, Bernard. L'un des enfants qui gambadait dans la rue des Baraques Noires dans les années 50-60. JP qui a même un lien avec la mère de Christine à l'Aveline, à la même époque où Jean-Marie commençait à fréquenter Christine. Malgré tout, je n'oublie pas qu'à l'époque, il y a une dizaine de personnes de la même génération à Aumontzey, des garçons, des jeunes filles, des années 70, Aumontzey. Le début de ta construction, ce que tu commences à percevoir, le désir naissant, difficile à dompter, pas très loin de la Java. Tu as beau mettre toutes les personnes qui ont déjà été citées plusieurs fois dans l'affaire, ça ne suffit pas. Il y a quelqu'un de caché à l'intérieur de ce groupe. Ce groupe à peu près identifié, mais on ne connaît pas tout. Quand tu mets Bernard le 16 octobre à l'éponge, quoi qu'on en pense, cela soulève des problèmes. Quand tu mets Michel, c'est pire. Ginette. Ou les personnes de l'Aveline. Quoi qu'il arrive, à chaque fois, il y a un problème. D'alibi. De temps. Non vérifié. Ce qui est sûr, c'est que toutes les personnes qui ont été citées plusieurs fois dans l'affaire, leurs alibis, eux, ont été vérifiés. JP. Il est vrai que son alibi n'a pas vraiment été vérifié. Et il ne tient que sur sa femme. Sa femme et son voisin, instituteur. Cela a peut-être un poids. Peut-être qu'à l'époque, ils se sont dit « Un instituteur, c'est quelqu'un de bonne foi. » À la différence, par exemple, Bernard, on a beaucoup vérifié son emploi du temps, qu'on a remis en cause. Mais les horloges ont remis tout le monde d'accord. Il aurait fallu que Bernard dispose d'un complice qui récupère Grégory, que ce complice se tienne disponible, qui tout double en quelque sorte. Mais revenons sur les personnes de Montzey, la famille de Monique, ses frères, sœurs, nièces, neveux, Jean-Paul. Jean-Paul est plutôt proche de Jean-Marie. Jean-Paul, c'est le fils de Georges, le frère de Marc et de Pascal. Fils de Georges et Cécile, Rivoire, Jacob. Très proche de Jean-Marie, de Michel ou de Bernard. Les années 70, d'Aumontzey. En 1976, Jean-Marie rencontre Christine Villemain. Dans le même temps, Jean-Paul commence à fréquenter la mère de Christine. Les deux cousins fréquenteront la même maison de l'Aveline, Gilberte, Christine, Jean-Paul et Jean-Marie. Pourtant, à cette époque, il semble qu'il est déjà marié. On raconte aussi qu'il a fréquenté Ginette. 3 semaines
avant son mariage avec Michel. Il explique qu'ils se sont juste fréquentés 3 semaines et qu'ils n'ont pas eu vraiment le temps d'aller plus loin. Tout ça pour dire que Jean-Paul est plutôt proche de la famille Blaise, de Jean-Marie, Michel, Ginette. Jean-Paul, frère de Marc et de Pascal, décédé dans un accident de voiture en 1980. Et Michel, comment parle-t-il de Jean-Paul? Une anecdote qui date de janvier 1989. Une ambiance. Je fréquentais Marc et Jean-Paul, fils de mon oncle Georges, ainsi que Bernard Laroche. Jackie sortait ainsi avec nous de temps en temps. Quand nous étions jeunes, nous aimions faire des booms avec ceux que je viens de citer. Elles avaient lieu dans le sous-sol de la maison de mon père. Début 70, où on pourrait rajouter Jean-Marie, Jacqueline, peut-être Gérard Collet et quelques autres. L'ambiance déjà va avant la construction du pavillon de Michel et Ginette. On y retrouve Jackie, qui ne doit pas être très loin de Liliane, et du coup de Serge Noël. Je nomme Serge Noël la famille Noël, car dans l'affaire, on raconte que c'est la famille Noël qui a présenté Liliane à Jackie, des proches du couple. J'aurais pu nommer Pascal Verdu, Bernard Jacot, Jackie Glay. Tous ces noms sortiront un soir d'avril 83, l'appel d'Autocoussin. Après l'époque des Java, d'Aumonzay. Avant la construction du pavillon de Michel et Ginette, qui arrive malgré elle après la mort de son frère, le petit ami de Jacqueline. Et Nonoche n'est déjà sûrement pas très loin. Ginette, Nonoche, de Saulcy. Ginette, son frère décédé, Nonoche, de Saulcy. Plus tard, Nonoche marié avec Jacqueline. Vous vous souvenez des booms au milieu des années 70? Entre les bangas, la première bière et les cigarettes dans le jardin, derrière les platines et la cuisine. Le début de ces années 70, c'est une question primordiale. C'est même pas une question, c'est un choix. Est-ce que c'est du côté d'Albert, ou plutôt du côté de cette génération si jeune? J'aimerais parler de Bernard. Le 16 octobre, l'épange, Muriel, la version officielle. Les premiers éléments, l'enquête, la justice, les médias accusaient Bernard. Et tout ça reposait sur les PV de Muriel, qui accusait donc son beau-frère d'avoir enlevé Grégory à l'épange. On ne peut pas nous reprocher d'avoir lu la version médiatique ou la version judiciaire qui accuse Bernard Laroche avec le témoignage de Muriel. Personne ne voit Muriel après l'enlèvement supposé de Bernard Laroche. La journée de Bernard Laroche, dans la version officielle, n'est pas finie. Il doit se retrouver à Bruyères, au supermarché, pour acheter du vin, et plus tard récupérer un ticket gagnant PMU au bar La Renaissance à Bruyères. Dans les deux cas, aucun témoin ne parlera de Muriel. Mais les témoins parleront bien de Bernard avec son fils Sébastien, entre autres au supermarché pour la foire au vin.
C'est bien ce détail qui a commencé à m'interroger sur l'affaire. Où se trouve Muriel? Je rappelle que c'est le témoin principal pour accuser Bernard Laroche et personne, après l'enlèvement supposé de Grégory par Bernard Laroche, ne verra Muriel avec Bernard. Je pourrais même ajouter le croisement de l'Aveline entre Michel, Jean-Marie et Bernard Laroche, même si ce croisement est difficile à expliquer. Toujours est-il que personne ne peut me parler de Muriel avec Bernard le 16 octobre après l'enlèvement de Grégory. Ni avant, ni après. C'est bien cette question qui a soulevé toutes les autres. Pourquoi personne ne voit Muriel dans cet espace-temps? Silence radio. Plus tard, j'ai compris le problème de la rue des Champs, qui au départ semblait déserte, mais qui au final se révéla pleine de surprises, d'un grand mouvement naturel et routinier sur le haut des Lépanges. Madame Grandidier, rue Bellevue, Bernard Collin, Jean-Paul Moulin, la maison des Portugais. À quelques centaines de mètres, le pavillon de la famille Villemain. Derrière le pavillon en fin de construction des Rollo. À côté de la famille Didier. Et pour le chemin qui mène à la forêt, les Mélines, Gilbert et Colette. Le problème de ce timing pour récupérer Muriel au collège de Bouillères et ramener Bernard Laroche avant qu'il puisse croiser Gilbert Méline, qui lui-même expliquera qu'il balaie le carrefour aux alentours de 17h10, en ayant croisé Bernard Collin et quelque temps auparavant Yvan Nourdin avec son vélo. Le problème de la sortie des vaches de Madame Clodon, tout ça crée des lourds handicaps sur la rue des Champs. Pour ne pas croiser Monsieur Méline, et dans cet espace-temps, il faudra rajouter Bernard Collin qui promène son chien et qui monte la rue des Champs. Difficile de passer entre les gouttes pour une personne qui pourrait arrêter son véhicule sur la rue des Champs. Qui pourrait répondre à cette question? Où se trouve Muriel, le témoin principal qui a pu accuser Bernard et qui ne se trouve nulle part? Personne ne se pose cette question, gênante après tout. Au final, Muriel devrait être avec Bernard. Et pendant des années, comme la Belle au bois dormant, silence radio. 2016-2018, accusation, Monique, Albert, garde à vue Ginette, Marcel, Jacqueline. On accuse un peu Jacqueline d'avoir posté la lettre de revendication. On explique que Bernard a pu enlever Grégory et l'a remis à une personne. 2018-2019, accusation du couple Jacob, Marcel, Jacqueline. Je sais bien où ils veulent nous amener. Bernard enlève Grégory, téléphone à Jacqueline à l'usine d'Aumonzay, qui répond présente. Parquer une voiture, direction l'Épange, elle récupère Grégory. Plusieurs problèmes dans ce scénario. Sortir de l'usine, poster la lettre et récupérer Grégory. Récupérer Muriel. Revenir à Aumonzay. Revenir à l'usine. Je connais ce scénario tortueux et malhonnête. On botte en touche, on parle de vice de procédure. Mais sommes-nous capables d'imaginer un scénario
pour faire sortir Marcel ou Jacqueline. Ce jour-là, ce jour de l'enlèvement, une chance sur deux. Il faudrait donc que cette personne puisse abandonner son poste et faire tout ça sur un temps très court. On botte en touche. Que devient Muriel dans ce scénario? C'est quand même bien plus qu'un vice de procédure. Personne parle de Muriel. C'est une impasse, une manipulation et le croisement de Claude Collin, Marcel Clodon, une femme routine, un homme, une marche arrière, un bras d'honneur. Le 16 octobre 1984, une personne s'est levée avec une idée en tête. Ça faisait longtemps qu'il y pensait. Et il n'était sûrement pas le seul. Cette journée, qui aurait dû être d'une douce routine innocente, finira de la pire des façons. De cette diablerie, personne n'a compris. Personne ne comprend. Où était Muriel? Ce fut donc ma première question. Complexe et impalpable. Où vais-je poser le début du décompte? Cela paraît si complexe. Je suis perdu pour ce 16 octobre. Cet enfant Grégory qui se volatilise après 17 heures. Comment vais-je m'y prendre? Comment expliquer cette journée? Par quoi commencer? Je devrais reprendre quelques lectures, retourner dans l'affaire et recommencer à zéro. Table rase, je retourne dans la lecture. Livre le 16 octobre, un livre écrit à 4 mains. Christine et Jean-Marie se répondent. Jean-Marie. Entre nous, on n'arrive pas à dire autrement que le 16 octobre. Pourtant, c'est une journée ordinaire. Il faisait beau. Avant, je croyais qu'on avait un pressentiment. Quand un malheur vous tombe dessus, une alerte, un instinct, quelque chose qui vous dit « Attention ». Mais là, rien. Christine. Je travaillais le matin et toi de l'après-midi. C'est toi qui as préparé Grégory et qui l'as amené à l'école. Jean-Marie. Il est parti dans la cour avec 2 ou 3 copains. Il avait son blouson bleu, les mains dans le dos. Dans la matinée, je suis allé à Bruyères faire de la musculation. Christine. À 11h30, je suis allé le chercher pendant que tu préparais le déjeuner. On a mangé ensemble comme d'habitude, avec le thé et la sucette. Il était très fier de son pantalon de velours vert, tout neuf, parce qu'il y avait un anneau où on pouvait accrocher des clés. Tu as fermé les volets parce que la maison était de plein pied et que l'on craignait des vols. Christine, après ton départ, je l'ai préparé. Je l'ai emmené chez la nourrice qui devait le conduire à l'école et le chercher à 16h30. J'ai travaillé, j'ai noté sur mon carnet le travail à faire le lendemain. Je suis passé le récupérer chez la gardienne. On a discuté un peu. On est remontés tous les deux à la maison. Grégory était derrière, debout, entre les 2 sièges. Il voulait aller voir monsieur Méline, le propriétaire du Petit Vau. Je lui ai dit non. Tu joues là, tu restes devant la maison, tu vas bientôt rentrer. Comme il avait été malade la semaine d'avant et qu'il y avait du vent, je lui ai mis son bonnet. Il a joué devant. Je suis rentré et j'ai fait un peu de repassage en écoutant la radio. Jean-Marie a donc commencé sa semaine de l'après-midi. Quant à Christine, elle est à l'éponge à la MCV et elle finit son service aux alentours de 16h45 pour aller récupérer Grégory au HLM chez Madame Jacot. Pourrait-on imaginer que ce ravisseur assassin est déjà sur place depuis quelque temps? A-t-il déjà observé tous ces va-et-vient?
la routine de l'éponge. Est-il en observation, en attente? La question est intéressante puisque le 16 octobre, rue Bellevue et rue des Champs, l'Orée du Bois, il y en a du monde. Prenons 13h30 et la reprise de toutes les activités. Jean-Marie vient de déposer Grégory à l'école au centre de l'Éponge. C'est la dernière fois qu'il le voit. Christine a repris le travail à la MCB. Elle n'en sortira pas avant 16h45, 16h50. Là-haut, rue des Champs, tout devient calme et vide. Il fait beau. Seule trace humaine, le couple Méline, occupé à leurs tâches. Le verger, le champ à labourer, et plus tard pour Madame Méline, de la couture. Une journée bien remplie. Il semble qu'il n'y ait que ces deux personnes. Mais peut-être que cela n'est pas si clair. Premier mouvement extérieur visible vient du témoignage de Madame Méline. Cet après-midi-là, jusqu'à 16h, j'étais au jardin, puis j'ai rangé des légumes à la cave. Par contre, quand j'étais au jardin, j'ai vu une voiture verte. C'était un garde de l'ONF. Audition de Colette Méline, décembre 1990. Une voiture verte. Cela rappelle un peu les Grémillets, qui eux aussi ont vu une voiture verte de l'ONF. D'ailleurs, ils avaient un rendez-vous avec un agent aux alentours de 18h. Mais revenons donc entre 15h et 16h, ONF, 4L verte. Mais cela n'a pas toujours été le cas de cette voiture verte 4L. Je plonge et replonge dans les lectures. Et je tombe sur un article. Une surprise. Article du 20 octobre 1984, l'Est républicain. On parle de traces importantes laissées par le corbeau et peut-être une femme. En outre, la 4L verte incriminée au départ de l'affaire paraît actuellement hors de cause. Les analyses effectuées sur le véhicule n'ont pas permis en effet de révéler des traces de terre provenant de l'endroit du crime. On sait en outre que son propriétaire a pu fournir des éléments sur son emploi du temps de mardi. Mais surtout divers témoignages de la population de l'Éponge font état d'une Renault 18 cette fois, mais toujours de couleur verte, ayant stationné à proximité de la poste du village, peu de temps avant l'enlèvement. Cette voiture, qui est actuellement activement recherchée par les gendarmes, nous a été signalée par Monsieur Roger Jacquel de Granges, un parent des Villemains, qui nous a déclaré avoir remarqué avec inquiétude ce véhicule, le suivant, lors de toutes ses sorties. Tantôt, il me croise ou il me suit, mais à chaque fois, l'homme me regarde dans les yeux, explique-t-il. Monsieur Jacquel, ainsi que son épouse, ont été l'objet durant de longs mois des appels du corbeau. Parfois, ça durait une semaine, 3 ou 4 fois dans la nuit, raconte Madame Jacquel. Est-ce une simple coïncidence ? Toujours est-il qu'il est parfaitement certain de la couleur de la voiture et de l'air menaçant de son mystérieux chauffeur. J'ai la trouille de me faire buter, explique-t-il en précisant qu'il évite à présent de sortir de son domicile. Quel étrange article qui nous parle d'une voiture verte Renault 18, mais qui a commencé avec la 4L de Roger Jacquel. Une nouvelle voiture qui éloigne donc la piste de Roger Jacquel. Et même pousser l'information jusqu'à ce que le corbeau le regarde droit dans les yeux. L'a-t-il reconnu ?
A-t-il fait un portrait robot de cet homme qui le regarderait droit dans les yeux? Quand on connaît l'affaire du corbotage entre Jean-Marie et Roger, et que cet article sort le 20 octobre 1984, seulement 4 jours après l'assassinat de Grégory, on peut émettre aujourd'hui un certain doute. Cet article est une bombe, et qui nous fait bien comprendre qu'à l'époque de l'assassinat de Grégory, il y avait déjà de la manipulation dans la vallée pour des gens qui étaient très concernés. À l'été 1973, on retrouve le groupe de Monzet à Paris pour les vacances. Quand je parle de groupe de Monzet, je parle de Michel, Jean-Marie Villemain, Bernard Laroche, Jean-Paul Jacob et Marc Jacob. Ginette, pour l'été 73, va rejoindre la bande des garçons à Paris. Jean-Paul et Marc Jacob sont les enfants de Georges et Cécile Jacob. Ils habitent à la cité Walter, au HLM numéro 15, voisin de Suzanne Cunin, la sœur de Monique Villemain. C'est ici, le 16 octobre, que Monique et Albert se trouvent quand Lionel va venir les chercher. En face du HLM numéro 15, il y a Claude Jacob, au HLM numéro 2. Il n'y a que la rue Walter à traverser. Il faut ajouter qu'il y avait un quatrième frère, Pascal Jacob, mort le 2 janvier 1979 suite à un coma de plusieurs jours après un accident. On peut ajouter que la tante Cécile est la tante qui a fait le forcing pour que Jackie sache qu'il n'était pas le fils d'Albert. Tu es le meilleur, Jackie. Tu es différent. C'est donc par ces mots que Jackie apprit qu'il n'était pas le fils d'Albert. Quant à Georges Jacob, c'est chez lui qu'on retrouva des bouts de cordelettes qui ressemblaient aux cordelettes sur Grégory. Néanmoins, Georges Jacob sauva, pour ainsi dire, la tête de Christine Villemain en accusant la SRPJ de Nancy. 19 avril 1975, mariage de Ginette et Michel. Cela fait 5 ans que Ginette est entre Saulcy et Aumonzet. À la même époque du mariage de Michel et Ginette, Jean-Marie Villemain est licencié. On lui reproche d'avoir posé des jours pour s'occuper des préparatifs du mariage de son frère. C'est donc à son retour qu'il est licencié. Néanmoins, on lui reproche aussi sa prise de position pour une grève. Jean-Marie, syndiqué, ne sera pas aidé par le syndicat de la filature d'Aumonzet. 1976, rencontre de Christine et Jean-Marie Villemain. Christine habite avec ses frères et sœurs et sa mère à l'Aveline de Vambrières. À la même époque, Jean-Marie Villemain fréquente l'une des sœurs de Muriel Boll. Christine Villemain et Marie-Ange Laroche se fréquentent et entre autres fréquentent le club des Majorettes. Nous sommes en 1976. Janvier 1979, mariage de Christine et Jean-Marie Villemain. Pour conclure cette courte présentation, arrêtons-nous à l'année 1979, où les Jacob enterrent l'un des leurs et les Villemain marient l'un de leurs fils.
en 1969-1970, où Ginette arrive à Aumonzey. Alors, on suppose qu'elle arrive via Jacqueline Villemain, qui elle-même est l'amie du frère de Ginette, Daniel. Alors, quelque temps auparavant, Ginette avait perdu sa mère de maladie et son père s'était remarié. Ginette ne supportait pas cette nouvelle compagne. Elle l'appelait la marâtre. Et c'est comme ça que Ginette, à l'âge de 14-15 ans, commence à fuir un peu le foyer familial. Elle se retrouve donc à Aumonzey, où il semble qu'elle est protégée ou prise en charge un peu par Monique Villemain, qui devient en quelque sorte sa mère de substitution. Ginette est originaire de Saulcy, qui est à une vingtaine de kilomètres. À l'époque, elle n'a pas de véhicule. Alors on suppose que Ginette dort déjà au pavillon Villemain, peut-être dans la chambre de Jacqueline, qui est le seul enfant à avoir une chambre individuelle. Il ne faut pas oublier non plus les garçons. Jackie, Michel, Jean-Marie, Gilbert, Lionel. Ginette, donc, passe une grande partie de son adolescence à Aumonzey. 1973, mariage de Liliane et Jackie. Ce mariage avec une mauvaise ambiance, le rapprochement de la famille Jacquiel avec la famille Villemain. Au mariage de Liliane et Jackie, Bernard Laroche est le garçon d'honneur de Ginette. Donc, on comprend que Ginette connaît Bernard Laroche dès 1973, sûrement avant, depuis qu'elle fréquente Aumonzey et la famille Villemain. À noter que Michel est amouraché de Liliane, du moins jusqu'au mariage de Liliane et Jackie. À Aumonzey, de 1969 à 1974, il y a une petite bande qui s'est formée. Dans cette bande, on retrouve Michel, Jean-Marie Villemain, Bernard Laroche, Jean-Paul Jacob et Marc Jacob. Été 1973, la bande d'Aumonzey se retrouve en vacances à Paris. Ginette, qui a alors à peine 17 ans, va rejoindre la bande à Paris pour faire la Java. Dans cette bande qui passe ses vacances à Paris, on retrouve Michel, Jean-Marie, Bernard Laroche, Jean-Paul Jacob et Marc Jacob. Une première théorie, et cela reste au conditionnel, mais on peut penser que Ginette fréquente Bernard Laroche dès 1972-73. Le 1er janvier 1974, Daniel, le frère de Ginette, décède dans un accident de voiture. Ginette perd un frère qu'elle aimait et Jacqueline perd son petit copain. En février 1974, un mois après le drame, dans un bal, Ginette échange son premier baiser avec Michel. Le couple se fréquente plus d'1 an et se marie le 19 avril 1975. Il donne naissance à Christelle en 1976. Bernard Laroche, quant à lui, fréquente Marie-Ange Boll. Ils vont se marier le 8 mai 1976. Néanmoins, en 1977, il y aura déjà une première séparation du couple. Marie-Ange Laroche partira quelques semaines vivre en colocation avec une copine. Elle reviendra très vite. Mais revenons quelques instants sur la petite bande d'Aumonzey. Michel, Jean-Marie, Bernard Laroche,
Jean-Paul Jacob et Marc Jacob, des cousins Jacob, fils de Georges et de Cécile Jacob. Georges Jacob qu'on retrouve dans le dossier des cordelettes. C'est chez lui qu'on retrouvera des cordelettes ressemblant aux cordelettes qui ont servi à attacher Grégory. Néanmoins, Georges Jacob sauvera, pour ainsi dire, la tête de Christine Villemain et accusera la SRPJ de Nancy de manipulation. Cécile est la femme de Georges Jacob. Elle se remit mal de la mort de l'un de ses fils, Pascal, qui n'avait que 21 ans. En janvier 1979, après quelques jours de coma, suite à un accident, elle se retrouvera elle-même à l'hôpital après avoir perdu la voix pendant quelques semaines. Janvier 1979. Jean-Paul et Marc ont un autre frère, Claude. Claude et Marc travaillent à la filature d'Aumonzey. Jean-Paul, lui, travaille à la filature de l'Aveline de Vambrières. Toute la famille Georges Jacob a habité ou habite à la cité Walter. Ils ont été voisins d'Albert et de Monique avant qu'Albert et Monique construisent leur pavillon. On retrouve donc Jean-Paul et Marc à Paris à l'été 73. Ginette les a rejoints. Mais l'on retrouve aussi Jean-Paul, amant de Ginette, en 1975, 3 semaines avant le mariage de Ginette et Michel. Jean-Paul Jacob, qu'on avait oublié, et qui lui-même, en 1974, s'était déjà marié. On retrouve donc, et ce n'est qu'une théorie, et au conditionnel, un trio amoureux. Est-ce que Bernard Laroche était déjà l'amant de Ginette en 1973 au mariage de Liliane, garçon d'honneur? Et la question de Ginette qui fréquente Jean-Paul 3 semaines avant son mariage avec Michel. Pour les personnes qui ont lu, par exemple, La Voix rauque de Solano, Jean-Paul n'est pas un inconnu. Jean-Paul est le cousin de Jean-Marie Villemain qui l'aide pour les travaux de son pavillon, mais qui se moque de lui. Rappelez-vous, c'est lui qui dit « Au-delà de 6 000 francs, tu es un Giscard, un chef. » Jean-Paul se moque gentiment du pavillon de Jean-Marie Villemain, et Jean-Marie lui répondra « Oui, mais toi, ta maison, c'est un sous-sol. » Les deux hommes donc se fréquentent depuis leur enfance et le début de leur vie d'adulte. Ils semblent bien s'entendre. C'est en 1976 que Jean-Marie Villemain rencontre Christine Villemain à l'Aveline de Vambrières. Jusqu'alors, Jean-Marie Villemain fréquentait l'une des sœurs de Marie-Ange Laroche. Étonnamment, en 1976, on retrouve une nouvelle fois Jean-Paul Jacob. Cette fois, il a une liaison avec Gilberte Châtel, la mère de Christine Villemain. Il a donc 2 relations à de courtes distances. En 1980, donc, il fréquente toujours Jean-Marie Villemain, mais il fréquente surtout Michel et le couple que forme Michel avec Ginette. Jean-Paul, sa femme, Ginette et Michel se fréquentent. Très souvent, le voisin de Jean-Paul le dira aux enquêteurs. Il n'était pas rare de voir le couple, Michel et Ginette, passer des soirées entières à jouer à la belote. Et puis, bizarrement, en 1983, les couples se brouillent. On raconte que les femmes ne s'entendaient pas. Cela n'empêche pas que Michel continue à fréquenter Jean-Paul. Jean-Paul est présenté comme le confident de Michel. Le vrai confident. Il a donc fréquenté Ginette 3 semaines avant son mariage et son meilleur ami est Michel, le mari de Ginette. Toujours marié, en 1976, il fréquente la mère de Christine. À cette époque, Ginette est enceinte. Elle accouchera de Christelle
le 29 novembre 1976. Il est possible que Gilberte et Jean-Paul se soient rencontrés au travail à la filature de l'Aveline de Vambrières. Forcément, une question se pose. Quelle était la fréquence de fréquentation à cette époque entre Jean-Marie, son cousin, Christine et sa mère? Néanmoins, cela ne semble pas poser de problème puisqu'on retrouve le cousin au début des années 80 à la construction du pavillon de Jean-Marie et de Christine Villemain. Il y a donc quelques croisements amoureux, Ginette ayant peut-être fréquenté d'abord Bernard Laroche, puis Jean-Paul, lui-même marié en 1974, mais fréquentant déjà Ginette à 3 semaines de son mariage, et plus tard la mère de Christine Villemain. Malgré la situation, il reste le meilleur ami de Michel. Michel, le mari de Ginette, de tous les copains de la bande, c'est Michel qui se marie avec Ginette. Il faut imaginer Ginette arrivant à Aumonzey, à son âge, et sans le vouloir, a sûrement créé la convoitise amoureuse et les premières stratégies et conflits entre les copains. Jeune mâle plein de testostérone et d'amour à découvrir. Ginette, l'une des clés de la convoitise. Et peut-être jalouse déjà de Gilberte Châtel et la relation naissante avec Jean-Paul Jacob. Les deux couples vont donc se fréquenter jusqu'en 83. Le couple va prendre des distances, mais pas Jean-Paul. On situe la séparation en 1983, l'année de la disparition du corbeau. Néanmoins, Jean-Paul reste en contact avec Michel. C'est la même année, le 17 mai 1983, que la lettre « Adieu mes chers cons » arrive au pavillon Villemain. Mais notons une anecdote à propos d'André Thuriot. C'est chez André Thuriot, à Aumonzey, en face de l'usine, que Michel et Monique, dans la soirée du 16 octobre, vont venir récupérer des lampes. Quelques heures auparavant, Michel s'était déjà déplacé chez André Thuriot pour lui annoncer qu'il arriverait en retard pour sa prise de travail. Ce même André Thuriot proposa un jour une partie à 4 avec Michel, Ginette, lui-même et peut-être sa femme. Il est étonnant de constater qu'à l'époque, cette ambiance de coucherie, je pense entre autres à Jacqueline, Marcel et Roger Godel. Une ambiance de coucherie à la rue Walter, Aumonzey et l'usine. Mais revenons quelques instants sur Roger Godel, amant de Jacqueline. Après une relation d'échangisme entre le couple Marcel Jacob et Roger Godel, le couple Godel se sépare. Roger Godel et Jacqueline Jacob entament alors une relation. Ils partent tous les deux dans la Creuse en novembre 1990 et non pas dans le Lot, pendant 1 mois. Après un accord avec Marcel Jacob pour une vie commune à 3, Roger Godel et Jacqueline Jacob reviennent. Mais à leur arrivée, Marcel Jacob refuse. Jacqueline Jacob part alors s'installer avec Roger Godel pendant 3 semaines chez les parents Godel. À l'issue, Jacqueline Jacob repart vivre avec son mari, prétextant y avoir été contrainte. Pour autant, elle garde contact avec Roger Godel, qu'elle appelle plusieurs fois par semaine. Cette situation dure 3 mois. En avril 91, le couple illégitime part s'installer en Ardèche, jusqu'au 20 août 1991, où ils reviennent à Aumonzey. Au retour, Jacqueline rejoint son mari et la relation avec Roger prend fin sur décision de ce dernier qui ne voulait plus se cacher. En lisant cette partie, on comprend que ce n'est pas le Lot mais la Creuse et que Roger voulait officialiser sa relation avec Jacqueline Jacob. Il y a donc des croisements extra-conjugaux, des propositions de coucherie et un trio éventuel, c'est une théorie et cela reste au conditionnel, mais un trio amoureux entre Bernard Laroche,
Jean-Paul, Jacob, Michel Villemain et Ginette, étalés sur moins de 10 ans. À se poser la question si ces liaisons continuaient à l'époque du crime. Beaucoup de coucheries donc et de ragots, comme par exemple Liliane qui parlera de la sexualité de Michel avec Ginette. Ginette le prendra très mal. Mais revenons pour finir sur le 16 octobre 1984. Georges, Suzanne, Albert, Monique se retrouvent chez Suzanne Cunin pour jouer à la belote. C'est aux alentours de 17h35 que Lionel arrive à la porte de Suzanne Cunin. Il est là pour avertir Monique et Albert, ses parents, que Michel les demande de toute urgence. Intéressons-nous à l'emploi du temps de Jean-Paul Jacob. À 15h, il discute une vingtaine de minutes avec son voisin, Monsieur Mény, puis bêche son jardin jusqu'à 17h. Par la suite, il s'occupe de ses poules avec son fils revenu de l'école, puis rentre au domicile parental pour faire les devoirs. Son épouse les rejoint vers 17h45. Son voisin confirme ses propos concernant le début d'après-midi, mais ne se souvient pas de l'avoir revu le soir vers 17h. Quant à Marc Jacob, il fait partie du groupe des copains. Dans les années 70, il fréquente Bernard Laroche, Michel, Jean-Marie, Ginette. Son emploi du temps est incertain le 16 octobre 1984. Se trouvant à son domicile seul, il effectue des travaux chez lui, de tapisserie. Il reçoit même un représentant d'aspirateur entre 16h30 et 17h. Ce représentant n'est jamais entendu. Claude Michel, son frère et voisin, fait tout comme son frère. De 13h30 à 17h30, il est seul chez lui et fait également des travaux de tapisserie. Il n'a pas de véhicule. Son épouse le rejoint vers 18h. Les deux frères sont voisins de Suzanne Cunin. À l'heure où Lionel vient chercher ses parents, ils ne verront pas l'agitation du départ de Monique et Albert. Il est étonnant aussi de remarquer dans l'alibi et l'emploi du temps qu'on retrouve un représentant d'aspirateur à 16h30 chez Marc, en plein travaux. Ce représentant n'a jamais été entendu. Marc Jacob, l'ami qui a fait la Java avec Michel, qui travaille avec Michel. À la page 199 du livre de Tourangeau, on apprend que Marc raconte l'embrouille avec Albert et le père Jacob. Ce jour-là, Marcel était intervenu. C'est aussi Marc qui raconte qu'Albert et Monique avertissaient les témoins que le juge Simon revenait sur la piste de Bernard Laroche. Georges, le père, Cécile, la mère, et les trois enfants, Marc, Jean-Paul et Claude. Voisins et collègues d'Albert depuis toujours. Pour finir, et j'aime à le rappeler, Jean-Paul Jacob affirme détenir le même buffet que Michel Villemain. Si c'est le cas, Michel n'est pas sans savoir que Jean-Paul a le même buffet. Pourtant, Michel oriente les enquêteurs sur Jackie. Néanmoins, personne n'arrive à situer l'origine de cette information. Jean-Paul avait-il le même buffet que Michel ? La seule chose que l'on peut affirmer, c'est que Jean-Paul, Marc, Bernard Laroche, Michel et Jean-Marie Villemain se fréquentaient au début des années 70 et qu'ils ont fait la Java ensemble. Quoi qu'il arrive, on retrouve toujours Jean-Paul, ami du couple et plus tard ami de Michel, et Marc et Claude, voisins du pavillon Villemain et de Michel et Ginette, tous travaillant ensemble à la filature de Monzet, sauf Ginette qui travaille à la CIPA à Bruyères et Jean-Paul à la filature de l'Aveline devant Bruyères. Étrange configuration.
les vacances, les travaux, les beaux jours. Je vais commencer par le tout début de la réflexion. Je le fais très vite. Ça a à voir avec les timbres. 2 courriers qui se répondent. C'est des courriers printemps 83. Pas la même écriture, mais les 2 courriers se répondent. Est-ce que déjà, les 2 timbres de ces 2 enveloppes qui ont été envoyées à Albert et Monique sont du même carnet? Arrive le 3e courrier de revendication. Encore une autre écriture. Est-ce que c'est le même carnet de timbres? Est-ce que c'est la même série? Ça a l'air de rien, mais... Les vacances des Villemain. Été 81, pour Jean-Marie et Christine, ils emménagent au pavillon. Ligne téléphonique ouverte, ils donnent le numéro aux très proches, à la famille. Et l'été 81, ils reçoivent les premiers appels silencieux d'un corbeau. Ils se sont dit peut-être que c'était la famille qui était partie en Italie et que les communications n'étaient pas très bonnes. Albert, Monique, Nonoche, Jacqueline, Lionel et Chantal, la sœur de Christine Villemain, sont en Italie. Été 82, cette fois c'est Jean-Marie et Christine qui vont en Italie. Ils ont laissé Grégory à la mère de Christine. La mère de Christine se plaint de 2 appels téléphoniques et une visite nocturne. C'est les beaux jours, l'été, août. Été 83. Michel, Ginette, les enfants partent en vacances au Grau du Roi. Ils sont avec Bernard Kuntz. Il me semble que c'est la famille proche de Saulcy. Arrive une anecdote. C'est Nonoche dans un PV. Je me permets d'intervenir pour dire que Michel et Ginette étaient jaloux de Jean-Marie et de Christine. Il y a 2 ans. Donc là, je suis en train de parler de l'été 83. Le PV est en 85. Il y a 2 ans, Michel et Ginette étaient en vacances au Grau du Roi. Et j'ai appris par Bernard Kuntz qu'ils étaient en vacances avec sa femme et eux, et que Michel et Ginette avaient critiqué Jean-Marie pour la construction du garage supplémentaire. Donc, entre la construction du garage et les projets, ça fait bien plus d'1 an. Entre la réalisation du garage et la discussion, il y a plus d'1 an, quoi. Alors, entre 81, 82 et 83, on se rend compte que la famille, malgré le corbeau, sont en vacances, chacun à leur tour, des fois ensemble, des fois avec la famille, des fois en couple. Il y a une continuité. Par contre, en 84, personne de la famille Villemain, a priori, ne va partir en vacances. C'est l'agrandissement de la maison. L'été 84. Les travaux. Juillet, août. 1 mois. La charpente. L'élargissement. Le garage. Pose des tuiles. Jean-Marie fait appel à Nonoche. Et Nonoche et Jacqueline vont venir passer 1 semaine complète chez Jean-Marie et Christine. Les travaux et puis les vacances, quoi. C'est Michel qui en parle. Michel, en 84, donc il est là. Et il passe plusieurs fois. Parmi les personnes qui ne font pas partie de la famille et qui venaient chez Jean-Marie, je me souviens d'avoir vu à 2 reprises David Martial, une fois pendant les dernières vacances, les travaux, 1984, il venait montrer le fonctionnement d'un rotophile à Jean-Marie. La 2e fois, il est venu boire l'apéro. Il était seul ces 2 fois. J'ai vu aussi le contremaître d'Autocoussin, le collègue de travail de Jean-Marie, monsieur Thomas, le chef.
Bernard Laroche aussi était passé récupérer une règle à béton. Albert, Michel, Nonoche, Jacqueline, parfois David Martial, le contremaître Thomas. Il y a des noms qui vont sortir, qui sont sortis sur l'appel du corbeau. Monsieur Thomas, par exemple. David Martial a été lui-même ennuyé après qu'il ait récupéré les meubles. C'est Vanessa qui nous le rappelait. Je pense qu'il a raté son coup l'été 83. Il n'y avait pas la place. L'été 84, il n'y avait pas la place non plus avec les travaux. Voilà ce que je pense. Ça fait longtemps qu'il est dessus. Vous savez, le chef de Jean-Marie, Thomas, il est pompier. Il est pompier avec Verdu, par exemple. La première fois qu'il menace Grégory, c'est en avril 83. Au téléphone, ouvertement. Peut-être qu'il y avait eu déjà quelque chose à l'été 82, avec Gilberte. L'été. Il peut rien faire sinon en pleine neige. Monter là-haut en janvier, ça n'a aucun intérêt. 2 lettres. Printemps 83. Est-ce que ça peut être la même série? Vanessa me rappelle que Jean-Marie travaillait aussi le samedi matin pour l'entretien, en plus des nuits. Jackie Glay était lui-même à l'entretien. Est-ce que JP, il est passé pendant les travaux? Au final, une seule fenêtre d'ouverture, c'est les beaux jours. À partir du mois de mai, si tu veux tirer fin septembre peut-être, jusqu'à octobre. Ouais, ça y ressemble beaucoup quand même. L'opportunité des beaux jours. Les beaux jours, c'est un peu le terrain de l'enlèvement. Si tu superposes l'appel d'Autocoussin quand il menace Grégory et la lettre de revendication, t'as l'impression que l'appel et la lettre se suivent. Si l'enlèvement avait eu lieu, et l'assassinat avait eu lieu en octobre 83, on se poserait moins la question. Pourtant, on a l'impression que toute cette série d'appels au printemps et le courrier, les 2 courriers, correspondent à la même chose. Arrive ce courrier de revendication. Le problème avec ce courrier, c'est poster cette enveloppe, écrire cette lettre, fermer cette enveloppe, la cacheter, poser un timbre dessus et la poster. La préposée à la poste, elle parle de 17h13. Quand elle prend son casier, la lettre est déjà dedans. C'est très court pour Bernard Laroche, par exemple. Et en plus, il devrait écrire le courrier avec Grégory dans la voiture et il devrait avoir tout l'équipement pour le faire. Que ce courrier a été écrit bien avant, peut-être. Un temps où peut-être ce jour-là, il a raté son coup, mais il était peut-être sur place. En attendant, il a peut-être commencé à écrire le courrier. Je réfléchis comme ça, sans savoir où je vais, mais ce courrier, il l'a peut-être gardé longtemps. C'est pour ça, est-ce que ces 3 courriers qu'ont reçus les Villemain, c'est la même série du printemps 83? 3 écritures différentes. Et les 3 lettres se répondent. C'est ça ma question. C'est la même série du printemps 83.